les missionnaires botanistes et l'apport qu'ils ont fait à la fois à la botanique, la science. Donc, il n'est né finalement qu'après Louis XIV. Avant, la botanique n'existait pas, c'était uniquement les plantes médicinales. Et puis petit à petit, après les Louis XIV, la botanique s'est petit à petit séparée de la médecine pour être une science à part. On peut, comme rappel, à cette époque, donc vers le 16-17e et même avant, on a profité, l'Europe en particulier, de tous les grands navigateurs et de toutes les grandes expéditions qui ont eu lieu dans le monde. Ça a commencé évidemment avec Marco Polo, hein, au début, au XIIIe siècle. Ce jeune homme est parti à 17 ans, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, pour aller à Cathay. Cathay, c'est donc le nom ancien de la Chine, où il est resté très longtemps accueilli par la dynastie qui à cette époque-là régnait en Chine, donc qui étaient les Mongols, avec Kubilai Khan. Il a donc, il est resté plusieurs années en Chine. C'est là aussi où il a appris le nom d'un autre pays qui s'appelait Cipango. Et en fait, c'est le Japon. Quand il est rentré, après, je crois, une vingtaine d'années, de nouveau à Venise, il a ramené, comme vous le savez, les pâtes. Et puis, il avait repéré aussi là-bas, sur la Chine, tout ce qui était les épices. Et donc, il en a reparlé en venant évidemment à Venise. Autre chose aussi, ce sont tous ces grands navigateurs qui ont commencé à explorer la Terre. Donc, ça a commencé entre autres par Bartholoméu Dias, qui a passé le cap de Bonne-Espérance. Ça, c'était en 1587. Le circumterrasme qui a été fait par Vasco de Gama, qui a fait le tour. D'autres, quelques Français quand même, comme Cartier sur l'Amérique du Nord, Bougainville. Les Britanniques, on retrouve toujours dans nos pattes, comme Cook. Et à partir de là, donc, on a découvert plein de pays, plein de civilisations, et aussi, dans ces bateaux, souvent partaient des gens, des scientifiques, et entre autres des botanistes. Deux choses aussi qui ont fait qu'on s'est prêts, on laisse balader dans ces régions extrêmes orientales, parce qu'on va laisser tomber quand même l'Afrique et les Amériques, parce qu'on n'aurait pas le temps. C'est le Concile de Trente, qui s'est passé en 1545, où le pape a décidé, devant ces nouvelles contrées, qu'il fallait envoyer des chrétiens de bonne aloi pour aller évangéliser les gens et les convertir à la bonne religion. En plus, le Concile de Trente avait été fait sur la fin des guerres de religion, et c'était pour réaffirmer les dogmes de l'Église catholique romaine. C'est pour ça qu'on va trouver énormément de prêtres qui vont partir dans ces pays. Alors c'est vrai que les prêtres à cette époque-là, essentiellement aussi des jésuites, étaient des gens qui étaient souvent de bonne famille et souvent avec une très bonne éducation, et en particulier, pour certains, une éducation importante au niveau de la botanique. Ici, à Paris, donc c'est ce qu'on appelle les missions étrangères de Paris, je vous en parlerai de temps en temps. C'est dans ce bâtiment qu'étaient, si vous voulez, reçus des missionnaires avant de partir dans le pays où ils devaient aller. Cette maison a été fondée, donc, comme vous voyez, en 1658. Donc à l'époque c'était juste avant Louis XIV, entre Louis XIII et Louis XIV, avec le père Alexandre de Rhodes, qui était né en Avignon et qui est mort en Ispahan, donc en Iran actuel, en 1660, après avoir fait un voyage jusque vers la Chine. Une image de missionnaires au Japon en 1881. Vous voyez donc les missionnaires donc européens au milieu de jeunes diacres ou curés qu'ils formaient sur place. Parce qu'évidemment, j'étais envoyé pour civiliser, entre guillemets, les gens et construire des églises. Dans certains pays, ça s'est bien passé, dans d'autres pays, très très mal. Et c'est dans ce muséum qu'étaient reçus tous les envois des différents prêtres botanistes qui sont partis dans le monde. Il en était aussi de même pour les non-prêtres et puis les non-botanistes, c'est-à-dire la biologie. On va pas passer à l'autre. On va voir si ça marche. Ouais. Donc il y a un livre que j'ai pas, c'est un gros bouquin qui est fait sur les pères de la botanique, hein, les découvertes de la Chine par les missionnaires européens, 17e, 18e. Donc, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en 1862, 17 départs, il y en a quand même 8 décès en route, ce qui fait que c'était pas évident. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le canal de Suez, donc il fallait passer par tout le sud de l'Afrique. Il n'y avait pas ni Lufthansa, ni Air France.
Et il n'y avait pas non plus les assurances, type Mondial Assurance et autres, pour le trajet. Donc les gens avaient plusieurs moyens, c'était soit la voie terrestre, mais traverser tout un tas de pays qu'ils ne connaissaient pas et quelquefois où ils pouvaient avoir de gros ennuis, ou la voie maritime, et il fallait entre 1 et 2 ans pour rejoindre la Chine, la Corée ou le Japon. Donc là, donc ça c'est un portrait de Monsieur Adrien. Ça c'est le muséum d'histoire naturelle. C'était donc, comme je l'ai marqué, en 1880, il était recruté par le directeur du musée national et il recueillait tous les envois des missionnaires botanistes de Chine et d'Extrême-Orient. Il a nommé et classé tous ces envois, donc 2000 espèces nouvelles, 28 genres nouveaux, et il y a 172 rhododendrons. Donc pour ceux qui aiment les rhodos, la Chine est le pays quasiment d'origine de la plupart des rhododendrons. Il y a des forêts de rhododendrons, et en plus la Chine est un pays extrêmement vaste, on va le voir, et on a aussi bien des régimes tropicaux que des régimes de très haute altitude vers le Tibet, donc des sommets qui dépassent 6000 mètres, donc la variété des plantes est immense. Suivante. Voilà. Par exemple, un des rhodos qui ont été décrits par Franchet venant de Chine, donc le rhododendron Xinxi. On ne l'aimait pas tous parce que rhododendron Flotigerum, donc il vient du Yunnan. Tous ces envois qu'avait envoyés, on va voir un peu plus loin, donc un des prêtres qui a le plus envoyé de choses et qui a fait avancer au maximum au niveau de tout ce qui était la vie sur Terre, aussi bien botanique qu'animaux, ce sont les plantes de David, donc de l'Empire de Chine, Sinarum Imperio, donc qui ont été colligées par Monsieur Franchet. C'est toutes les plantes du Tibet oriental. Il y a 2 tomes. Ça a été donc toutes les études du père David qu'on verra plus tard. Ça date donc du milieu du 19e. Autre ouvrage assez important, il y a 34 volumes qui ont été faits entre 1702 et 1776. C'est toutes les lettres qu'ont envoyées les missionnaires jésuites, la compagnie de Jésus, donc les jésuites, de tout le monde vers justement ce muséum d'histoire naturelle. Donc ça date de donc 1717, là celui-là. Donc c'est le recueil de toutes les plantes d'Europe, de Chine, d'Inde, du Levant et des Amériques. Il n'est pas un, si vous voulez me l'offrir. Alors, les premiers personnages qui sont allés découvrir ces contrées lointaines, en partie l'Extrême-Orient, ce sont des jésuites. Alors, ce prêtre qui est un Italien, Matteo Ricci, donc qui était né en Italie et qui est décédé en 1610 à Pékin, donc à l'époque en gros entre Louis XIII et Louis XIV. Donc surtout, il a été introduit donc au cours en Chine de l'empereur Wanli, qui était un Ming. Il a décrit surtout la première fois donc l'arbuste et la préparation du thé en Chine. Et surtout, c'était quelqu'un qui était un intellectuel qui, donc, avant de partir, avait appris le chinois, le mandarin. Donc, il s'était vraiment approfondi dans la connaissance de la culture chinoise, ce qui lui a permis ensuite de permettre aux autres jésuites de venir en Chine. Il avait donc eu de bons contacts avec l'empereur de Chine. Il avait fait comprendre que les jésuites n'y viendraient que pour apporter quelque chose, soit au niveau de la botanique, au niveau des cultures, au niveau de la science. Donc il est arrivé à Pékin en 1601 et il est mort en 1610. Et en dessous, vous avez en latin ce qu'il a fait. Donc voilà le père Matthieu Ricci dans sa tenue de mandarin, parce que donc il avait compris que pour pouvoir se promener en Chine, il fallait donc être bien accepté par l'empereur et surtout faire comprendre que malgré le fait qu'ils allaient donc évangéliser, ils acceptaient de comprendre et d'apprendre la culture chinoise. Donc ils s'habillaient souvent en mandarin. On le voit ici, donc aussi Matteo Ricci, en dessous, avec un autre prêtre, tous les deux donc en tenue chinoise.
Comme il y a eu des accords avec l'empereur de Chine, donc on a fait des laissez-passer pour les jésuites en Chine. Donc ça, c'est en fait un passeport. Je ne sais pas tout lire, hein, certains peut-être. En tout cas, ça a été fait en France, hein, les deux drapeaux français. Et ensuite, donc, ce passeport permettait à ces missionnaires de se promener en Chine sans avoir de soucis. Par exemple, la tenue d'un missionnaire chinois à l'époque de Duncarville, donc le 18e. Alors, vous avez vu, c'est écrit effectivement en caractère donc chinois, et de l'autre côté, je pense que c'est en caractère arabe, peut-être yougour, parce que donc j'ai vu beaucoup d'affiches comme ça avec des caractères arabes et des caractères chinois. Une des plantes qu'a ramené donc le père Ricci, c'est donc le plaque minier, le kaki. Voilà, donc c'est originaire de Chine et du Japon, c'était découvert par Matteo Ricci donc en 1610, hein, et ça a été introduit en Europe par monsieur Joseph Banks. Banks, vous le connaissez certainement tous, c'est ce monsieur qui a des rosiers de Banks. Voilà donc le kaki. Donc ce sont des fruits qui n'étaient pas connus avant, évidemment en Europe, hein, quand ils sont introduits par ces missionnaires, parce que on va voir un petit peu après, au fur et à mesure de l'histoire, ils faisaient un travail de botaniste, c'est-à-dire qu'ils essayaient de voir toutes les plantes qu'il y avait dans les pays où ils allaient, et quand il y a des choses qui leur paraissaient intéressantes, ils envoyaient soit au Muséum d'histoire naturelle de Paris, soit à Kew Garden, soit dans d'autres jardins botaniques, les plantes pour pouvoir les acclimater. C'est pour ça qu'on avait un jardin d'acclimatation à Paris, hein. Et donc ça permettait d'introduire de nouvelles espèces. Donc quelqu'un donc assez tôt, il avait eu un comportement assez intéressant, c'est donc un Polonais qui s'appelle Michał Boym, qui était né en 1612 à Lwów, qui était en Pologne. Cette ville maintenant est en Ukraine, enfin tout ce qui reste de l'Ukraine, qui s'appelle Lviv. Et il est décédé à la frontière sino-tonkinoise. Donc il a exploré le Tonkin, Tonkin, c'est-à-dire l'Indochine, l'île de Hainan, qui est une île au sud de la Chine, et à Macao. Macao, c'était le port d'entrée en général pour les explorateurs ou les scientifiques en Chine. C'était un port portugais. Les navires portugais avaient un peu exploré le monde entier et énormément de comptoirs dans ces contrées étaient des contrées portugaises. Donc voilà, Michał Boym, donc une gravure chinoise, le représentant. Donc vraiment, il se mettait adapté à la Chine pour qu'il soit mieux toléré, tout en quand même en créant des églises et en essayant de civiliser entre guillemets, c'est-à-dire un prosélytisme catholique. Alors il est parti donc en 1643 pour le Tonkin et puis ensuite en Chine. Donc il a quitté Macao en 1661 pour Goa, qui était aussi en Inde, pour tenu par les Portugais. Il est revenu à Venise par voie terrestre, c'est-à-dire par la Perse, par la Turquie. Vous imaginez ces voyages? Moi, je trouve ça assez fascinant. Ce qui m'avait fasciné d'ailleurs, Steve, en dehors du sujet, c'est les soldats d'Alexandre. Un parti de Macédoine, passé donc, dans le Moyen-Orient, ensuite en Égypte, ensuite en Perse, ensuite vers la frontière à l'Inde, tout ça à pied pour la plupart. Et retour. Il est costaud quand même, hein. Donc il est mort à 47 ans à la frontière sino-tonkinoise. Parce qu'en fait, il était revenu en Europe, il a voulu repartir parce qu'il était passionné. Par contre, il y avait eu un changement de dynastie entre donc les Ming et qui ont été remplacés ensuite par des Mandchous. Et donc, il a eu de nouveau, il était interdit de rentrer en Chine. Il n'a pas pu revenir. Il est mort là-bas à la frontière, plutôt épuisé. Alors voilà, donc l'empereur Zhou Yuan, donc, donc de l'époque 1627-1644, c'est-à-dire on peut tout à fait l'époque Louis XIII. Son épouse a été convertie au catholicisme et ça a été le contact de Michał Boym donc sur place. Et c'est le dernier des Ming. Après, ça sera des Qing. Enfin, il paraît que le Q, ça se prononce Sing. Next one. Alors, ce Michał Boym, polonais, donc, a été frappé aussi par la médecine chinoise. Il a donc transmis des lettres
en Europe, à la fois pour la prise du pouls que faisaient donc les Chinois, comme l'observation du pouls, et aussi le fait connaître aussi l'acupuncture et ce qu'on appelle les moxas. Je ne sais pas si certains connaissent, hein, les moxibductions, c'est-à-dire on fait brûler des produits contre la peau. Voilà. Et on voit bien donc, hein, c'était l'auteur, c'est le révérend père Michael Boimo de la Société de Jésus en Chine, un missionnaire en Chine. Ce Miral a fait en plus une carte de la Chine et c'est le premier à avoir fait connaître que la Corée n'était pas une île comme beaucoup le pensaient, mais que c'était une presqu'île. Et ces cartes sont gardées par les Chinois en fait, hein, parce que donc c'était des cartes assez précises de l'époque de ce vaste territoire. Donc il faisait pas que de la botanique. Et il a fait un ouvrage sur toutes les plantes qu'il a pu voir et fait connaître. Ça s'appelle la flore de Chine, hein, Flora sinensis, aussi bien les fruits que les fleurs, et qui propose avec humilité, au millimètre. Donc à son roi Léopold Ignatial, qui était roi de Hongrie. Parce qu'à cette époque-là, l'Autriche-Hongrie mordait sur le sud de la Pologne. Donc en 1656. Alors on va voir quelques exemples de cette, par exemple, sur la flore de Chine de 1656, le litchi. Donc il a fait connaître le litchi, donc il faisait un dessin. Et après, on va voir que à ces époques-là, et surtout les siècles précédents, c'est-à-dire 14, 15, 16e siècle, les dessins botaniques étaient quelquefois un peu folkloriques, c'est-à-dire c'était pas tout à fait la représentation de la plante. Et il était très difficile pour d'autres personnes après de savoir quelle plante c'était et de la comparer avec des nouvelles plantes. Il y avait quelquefois plutôt un côté artistique ou d'équilibre, c'est-à-dire on faisait des grandes racines pour équilibrer le dessin. Donc les siennes sont à peu près pas mal. À chaque fois, il y a le nom chinois, hein, avec le sigle pour arbre, le signe pour fruit, et litchi. Et ça, par contre, c'est ce qu'on appelle une planche botanique. Donc, les planches botaniques des herbiers, ça, c'est donc avec Jussieu, donc le litchi sinensis. Alors, ce sont des planches qui, normalement, doivent indiquer bon, l'espèce, la décrire, la mettre dedans sèche, de dire à quel endroit on l'a trouvée, dans quelles conditions, quelle altitude. C'était important, ça permet de retrouver les endroits. Et celui qui a mis cela en route, c'est en 1520-1530, un Italien, s'appelait Luca Ghini, et qui a fait ce qu'on appelait un hortus siccus, c'est-à-dire un jardin sec. Ça permet comme ça, même des siècles après, de reconnaître vraiment la plante et de la comparer, soit avec des plantes identiques ou des plantes proches. Et ces herbiers sont donc conservés. Bon, il y en a au Musée d'histoire naturelle de Paris, il y en a aussi au Jardin botanique de Genève, à Kew Garden, enfin dans tous les jardins botaniques. Et c'est vrai que quand il y a eu tous ces explorateurs, au XVIIIe siècle, de nombreux ports se sont dotés de jardins botaniques pour accueillir donc toutes les plantes qu'ils recevaient et que les botanistes recevaient. Donc il y en avait à Brest, il y en avait à Bordeaux, il y en avait évidemment en Angleterre, à Londres. Les premiers jardins botaniques, par contre, sont italiens, ça à Padoue au XIIIe siècle. Donc le litchi, vous connaissez tous, surtout si vous fréquentez les restaurants chinois ou vietnamiens. Voilà les planches, encore une autre planche, et donc le Mangifera indica, c'est donc la mangue. Donc vous avez le dessin en gros de l'arbre, son nom en chinois, et le fruit. Donc voilà, le nom de planche, donc la mangue, le fruit humide, Mangifera indica. Donc le dessin est quand même ressemblant avec la planche. Il avait aussi envoyé une planche de poivrier. Alors le poivre, c'est originaire du Kerala, en Inde. Ça se disait en sanskrit pipali, c'est devenu pipéri en grec et piper en latin. Et nous, maintenant, c'est piper pour le nom linéaire, piper nigrum ou autre.
Et donc, le poivre était tellement cher qu'il servait de monnaie. C'est pour ça qu'on dit payer en espèces, c'était payer en épices, donc en poivre. Et vous retrouvez toujours les caractères chinois pour arbre, si vous vous souvenez comment il était écrit auparavant, ainsi de suite. Le jacquier, donc autre arbre qu'il a fait connaître, donc de la famille des moracées en Inde. Alors ça fait partie, on va le voir tout à fait à la fin avec une autre plante que j'aime beaucoup, c'est un arbre, ce qu'on appelle avec des cauliflores, c'est-à-dire que les fleurs sont directement sur le tronc, et donc une fois fécondé, évidemment, le fruit est directement sur le tronc. Le jacquier se consomme pas mal dans les zones plutôt orientales. Ça, il paraît-il, le goût à cheval entre l'ananas et la mangue. Voilà donc le jacquier avec les fruits qui pendent sur le tronc. On appelle ça donc colis. Colis, c'est la tige, flore, la fleur sur la tige. La nature s'adapte. Autre de sa flore de Michal Boim, donc c'est ce qui s'appelait Fampolomie en chinois, donc l'ananas. Et si vous lisez le texte, hein, on voit que donc on peut le trouver dans la région donc, du Yunnan, du Foshan, de l'île d'Hainan, et pour une abondance de l'Orient de l'Inde, ainsi de suite. Et par contre, après, il y a les ananas, qu'il a fait connaître en Europe, ont été beaucoup transplantés en Amérique et elles ont été rapportées des Amériques par les Portugais. D'ailleurs, les grandes cultures d'ananas sont en Floride, hein, sous pesticides. Alors, Joseph Camel, son nom vous dit peut-être quelque chose. Donc, Camel était donc un Morave, ce qui correspond actuellement dans la Tchéquie, euh, la Moravie, donc. Lui, il est parti explorer donc les Philippines. Luzon, c'est donc la presqu'île de Luzon, hein, c'était pas une île, mais une presqu'île, donc des Philippines. Alors c'était des gens qui avaient du moral quand même. Donc lui, il est morave. Il est allé à Cadix. À Cadix, il a pris un bateau pour aller à Veracruz, Mexique. Il a traversé à dos de mulet le Mexique pour aller sur la côte atlantique et ensuite prendre un bateau pour aller aux Philippines. Tout ça dans à peine la trentaine. Les parents devaient être inquiets. Quoi. Et il est mort à Manille. Bon, il n'est pas revenu. Alors c'est à lui qu'on doit donc beaucoup de camélias. Donc il a envoyé des graines, par exemple, à Paris, à Jussieu, des graines de camélia japonica. Mais là, donc, c'est le camélia de Chine. Alors, Camel a donné camélia. Enfin, du moins, on a dénié le nom de camélia à Camel. En botanique, souvent, les noms des genres sont dédiés à quelqu'un. Pas à soi-même, ça se fait pas, mais à un botaniste qu'on aimait particulièrement ou qui avait été particulièrement maître. Donc, c'est le camélia de Chine, Camellia sinensis, c'est le théier. Alors, nous, on le connaît sous forme de feuilles séchées ou de poudre, mais c'est un arbuste qui est joli, avec une petite fleur. Donc, voilà, le théier, Camellia sinensis. Toujours ce camel, donc, il a trouvé une autre plante qui s'appelle Strychnos ignatii. Et en homéopathie, il est connu, pour ceux qui connaissent l'homéopathie, en Ignatia amara, un remède homéopathique. Et c'est de cette fève de Saint Ignace. Pourquoi Saint Ignace? Parce que le fondateur des Jésuites, la compagnie des Jésuites, c'est Ignace de Loyola. Donc, en fait, il a dédié cette plante. Et c'est de cette plante qu'en 1818, les chimistes ont extrait la strychnine. Et qui sert gentiment dans les anesthésies, par exemple. Pas uniquement pour éviter d'avoir des concurrents. Donc voilà la fève de Saint Ignace, Ignatia amara. Autre personnage, c'est le père Pierre Jartou. Alors celui-là, je l'avais vu, mais surtout, quand on est allé se promener dans la région pour voir des plantes
vers l'école un peu d'altitude, donc en Savoie et dans les Alpes de Haute-Provence, enfin de Provence. Et j'ai vu cette plaque en Embrun, donc l'ancien collège jésuite où étudia donc Pierre Jartou, qui était né en Embrun. Donc il a poursuivi ses études, hein, vous voyez. Donc, et ensuite il a été envoyé euh, en Chine, donc il est arrivé à Pékin en 1701. Il a enseigné les sciences à la cour impériale, et ensuite il s'est associé, relevé des cartes de Tartarie, le nord de la Chine, qui fait quand même 3 millions de kilomètres carrés, hein, et il mourut à Pékin. Stèle lui est dédiée au cimetière, donc là-bas, Chine. Donc c'est le père Jartou. Alors le père Jartou, donc il a vu donc un nom qui s'appelait Kangxi, donc qui est donc 1654-1722. C'est la dynastie des Qing. C'est le plus long règne des empereurs chinois, un peu comme Louis XIV. Et donc c'est lui qui a fait un édit de tolérance qui a autorisé la religion catholique en Chine. Donc il y avait eu un jubilé, et donc 300 ans pour le Pierre Chartou, donc à Embrun, sa partie d'origine. Et on le voit là toujours, donc souvent comme ils étaient, donc en mandarin. C'est lui qui a fait connaître donc le Panax Ginseng, le ginseng, en 1711, qui est utilisé encore pas mal actuellement. Et donc le nom de Panax a été donné comment dire, en hommage à la petite déesse donc, qui s'appelait Panakeia, qui était la déesse des remèdes qui guérissaient tout, la panacée. C'était la fille d'Asclépios. On avait Tutni en fait, bien connu. Voilà, donc le Panax ginseng de Chine. Donc c'est la racine qu'on utilise. Ensuite, un autre jésuite, donc le père Jean-Baptiste Duhalde, donc 1774-1743, lui, il a fait une description de la Chine et de la Tartarie. Et dans cette description, il fait, bon, à part tout ce qui est description au niveau civilisationnel, au niveau de la botanique, il a aussi fait comment dire, la publicité pour le papier chinois. Donc, une des planches du père Duhalde, donc on voit des bambous parce que le papier était fait souvent à partir de bambous à cette époque-là, ou de l'écorce d'un arbre qu'on va voir tout à l'heure. Et on retrouve le litchi en bas à droite. C'est marqué dessus. Alors, un des prêtres jésuites qui ont fait un énorme boulot, c'est le Pierre Chéron d'Incarville, donc qui est né à Louviers et mort à Pékin. Or, beaucoup ne revenaient pas, hein, comme vous voyez. Ils devaient bien aimer la région. Enfin, ils sont morts quand même là, relativement jeunes, hein, 51 ans. Donc, il était à Macao, puis ensuite à Canton. Mais avant, il est allé au Canada. Donc, il avait 24 ans. Professeur de littérature. Des voyageurs quand même. Hein. Ça a été le correspondant de Bernard de Jussieu et de Buffon. Il a appris le chinois, il a rédigé donc un dictionnaire chinois, latin. Ça manquait. Hein. Donc, on peut le voir dans son église, enfin dans son église, dans l'église d'où il est venu, à Saint-Pierre à Carville. Voilà, et on le voit en dessous, donc révérend père Chéron d'Incarville, voilà, natif, se consacra aux missions en Chine, où il remporta donc la reine Marguerite, la reine Maggie. Alors lui, il a été reçu donc par cet empereur de Chine, Qianlong, donc l'âge d'or des Qing. Il travaille avec Incarville, donc on le voit jeune et moins jeune. Vous avez des belles tenues, hein. Alors, ce qui lui a permis de causer avec cet empereur de Chine et de se mettre dans ses bons papiers, c'est le cas de le dire, c'est donc la sensitive, Mimosa pudica. Parce qu'il était parti avec des graines de cette plante et des plants. Il a montré à l'empereur de Chine le côté de la sensitive, c'est-à-dire la réaction au toucher. Il a été frappé, l'empereur de Chine, et il a dit à partir de là, tu peux explorer tout ce que tu veux, la cité interdite et la Chine entière.
Ça lui a fait plaisir. Et donc, il a demandé à Jussieu, d'ailleurs, d'envoyer des graines pour que l'empereur de Chine ait son petit jardin de Mimosa pudica. Voilà, Mimosa pudica en fleurs. Bon, là, on peut pas toucher, ça bouge pas, mais je vous garantis. Voilà. Par exemple, une planche de l'herbier d'Incarville, c'est l'Incarvillea sinensis. Alors, c'est pareil, c'est une plante qu'il a découverte et qu'on lui a dédiée ensuite. Et donc, le genre Incarvillea. Voilà le genre de choses qu'il envoyait. Il en a fait 400 comme ça. Donc, où il avait une description, enfin, un dessin, une aquarelle de la plante, le nom chinois et où ça se trouve. Il les a envoyés donc au Muséum d'histoire naturelle, donc à Monsieur Jussieu, en 1740. Une lettre manuscrite d'Incarville. On voit au départ Ego Petrus, natif d'Incarville, hein, missionnaire en Chine, ainsi de suite. Donc c'est son écriture. C'est lui qui a fait connaître et ramener donc la persicaire d'Indochine. Donc c'est une polygonacée qui est originaire de Chine, introduite par Incarville, donc, et c'est à partir des feuilles qu'on fait de l'indigo. Puis ensuite, comme c'est un peu loin pour en faire venir tout ça, donc ça c'est les fleurs de la persicaire tinctoriale. On a une autre plante en France qui est une fabacée, qui est originaire d'Inde, elle, qui était connue des Égyptiens, donc à la 5e dynastie, c'est-à-dire il y a longtemps, ça fait 4000 ans, connue des Romains et importée par les Arabes en Europe. Et c'est donc l'indigo tinctorial, celui qu'on cultive encore, enfin qu'on cultivait surtout dans le sud-ouest de la France. Beaucoup de choses ont été introduites par les Arabes. Après les croisades, quand ils sont venus vers chez nous aussi, ils nous ont amené pas mal de plantes qu'eux, ils avaient connues par la route de la soie et les arrivées venant d'Extrême-Orient, en particulier les agrumes. Voilà la fameuse marguerite reine, Callistephus sinensis, donc découverte par Incarville et importée en France. La reine Marguerite. L'autre plante, c'est la Broussonetia papilifera. Alors, Broussounet, c'était un des jardiniers du jardin botanique de Montpellier, le premier en France. Et donc on l'appelle papyrifera parce qu'à partir de cet arbre, son écorce, on faisait du papier. Et c'est à partir de ce papier qu'on a fait le papier monnaie en Chine, déjà à cette époque-là, chose qui était inconnue par les Européens, de payer avec du papier. On pourrait pas dire que c'est de la monnaie de singe, mais enfin, donc c'est à partir de l'écorce de cet arbre qui a été découvert en Chine par Incarville en 1751. On l'appelle le mûrier à papier. Il y a des jolies feuilles, hein, je trouve. On a donc tous les tiens. Alors cet arbre, je sais pas pourquoi, enfin, il faudrait demander, j'ai vu ça, les Suisses le considèrent comme une plante envahissante. Euh, J'en ai pas vu des tonnes, hein, mais apparemment, ils considèrent ça depuis quelques années comme une plante envahissante. Alors d'Incarville a aussi découvert le jujubier, Sisyphus jujuba, la famille des Rhamnacées, donc avec les fruits du jujubier, dans l'est de la Chine au départ. Autre arbre qui nous a fait connaître, c'est le Coelretheria paniculata. C'est un arbre qui est très joli et qui est beaucoup utilisé comme arbre comme ça de bord de route ou en ville, parce qu'il est très résistant à beaucoup de choses. Je sais qu'il y en a un très beau en face de la gare de Lausanne. Il y en a un très beau aussi sur la route pour aller de chez nous, chez notre fils, du côté de Baie. Donc, ce sont des arbres qui sont depuis longtemps arrivés en France, hein. Alors, c'est en hommage à ce Joseph Gottlieb Kohlreuter,
Et c'est un des premiers à avoir remarqué que les plantes se reproduisaient au niveau des fleurs, c'était sexué. C'était très mal admis par l'Église, le fait que des petites blanches fleurs aient pu avoir un sexe. Est-ce possible? Et ça a été très longtemps réfuté et les gens avaient du mal à faire passer ça. Donc ils en parlaient, mais pas vraiment. Voilà les fleurs du Cobrteria paniculata. Donc c'est des arbres d'ornement, hein, si vous... Je sais pas si Christian il en a plein. Voilà les fruits, voilà. Parce qu'avant les fruits, il y a donc les fleurs. Comment on appelle ça aussi? Savonnier, parce que son écorce est riche en saponine, donc ça peut servir comme savon. Donc ça vient de Chine et du Japon, ou l'arbre lanterne. Autre plante découverte par Dincarville et envoyée donc en France, c'est la Xanthocera sorbifera. Donc là, vous avez à la fois les fleurs, le fruit. C'est un arbre de décor très joli, avec des jolies fleurs, qui est résistant au gel, je crois au moins jusqu'à moins 10, moins 15. Donc chez nous, c'est possible. Voilà. Et puis, il a été découvert donc par Dincarville et introduit par David. On va voir après, Armand David. Les fruits sont comestibles. Autre arbre qui a été découvert par Dincarville, c'est l'élanthe. Elanthus altissima ou Elanthus glandulosa. C'est le faux vernis du Japon, dans le sud de la Chine. Donc ça a été découvert d'abord par un jésuite italien, et puis ensuite les graines ont été envoyées par Dincarville à Bernard de Jussieu. Il y a eu 1751 germinations, 1751 la germination, et maintenant il y en a 540 000 dans les parcs européens en 1861. Ça a été très multiplié. Et c'est un très bel arbre. Je sais qu'il y en a dans le parc de la Tête d'Or, donc à Lyon, évidemment, enfin au jardin botanique, là. Voilà, c'est une forêt où il y a des glandes à l'aisselle des feuilles, hein, pour ça qu'on appelle aussi glande Elanthus glandulosa. Voilà ses fleurs, ses fruits. Et surtout, donc, cet arbre, il a un papillon qui lui est inféodé, qui est donc l'élante, enfin le Samia cynthial, c'est-à-dire le bombix de l'élante, un très joli papillon, dont le vert est un ver à soie. Ça fait partie de ces vers à soie, celui parce que donc quand les gens sont allés en Chine, le secret de la soie était très bien gardé et il était formellement interdit normalement de divulguer comment ça se passait, mais ça a été quand même consigné, en particulier par Duhalde et puis donc là, et donc ce papillon servait donc, enfin du moins fait un cocon dans lequel on peut tirer la soie. Il n'est pas le seul. Il y a un autre, donc c'est un autre qui était donc le Bombix pernii, papillon à vers à soie Tussa, donc de la région du fleuve Amour, c'est le Bombix du Chêne, Japon, donc dédié à Perny, qui était donc des missions étrangères de Paris, hein, les maîtres, en Chine en 1845, qui était évêque de Guizhou. Il a envoyé 500 concons donc au Musée national d'histoire naturelle de Lyon. Donc la vers à soie du Chêne. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Lyonnais dans la région, mais la première vraiment filature de soie en France a été déclarée, enfin imposée par Louis XI. Elle était à Tours, 1570, pas à Lyon. Mais bon, c'est pas grave. Autre arbre importé par Dincarville, qui au début on l'avait appelé Arbor incognita sinensis, c'est-à-dire arbre inconnu de Chine. Les graines ont été plantées par Jussieu et il a été nommé Sophorin par Franchet. Franchet, c'est celui qui était au Muséum des Arts et qui classait les plantes et les nommait.
Alors les bourgeons servent de teinture donc pour le papier de prière en Chine. Et ça servait aussi, c'est le jaune des empereurs de Chine. Je sais pas si vous avez vu les empereurs avant, ils avaient des tenues jaunes. Et c'est une teinture qui vient de ce Sophora japonicum, mais qui vient de Chine. Parce que beaucoup de plantes sont nommées japonicum parce que souvent on les a trouvées au Japon, mais en fait elles venaient de Chine à l'origine. Voilà les fleurs du Sophora japonica, les fruits, dans une papillonacée. Hein. Autre arbre donc d'Incarville, c'est le Tunas sinensis. Il a été introduit en 1862 au Jardin des Plantes. On l'appelle aussi cédrelle, c'est l'acajou de Chine. Son bois est très rouge, assez relativement clair, assez dur, et donc un des acajous utilisés en menuiserie et bénisterie. Les feuilles sont comestibles. Ouais. Dans les pays orientaux, c'est utilisé comme salade, comme accompagnement de plats comme le riz par exemple. Donc là, les fleurs du Tunas sinensis et les fruits. Pardon? Moi non. Mais c'est à voir et à découvrir. Autre arbre qui a été donc d'origine de Chine et importé par Duncarville, c'est l'Agerstroemia indica. Alors c'est un arbre que j'ai connu essentiellement dans la région de Bergerac, parce qu'au XIXe siècle, des pépinières, des Smartis, qui ont vraiment importé en grand nombre ces arbres, on en fait des croisements, il y a différentes couleurs, et il y a énormément d'allées du Bergeracois ou de la région du Sud-Ouest qui ont des Lagerstroemia. Je vais m'asseoir un peu. Donc, bon. Donc voilà les fleurs de l'Argentina indica. Alors il y en a des comme ça, des roses, des pourpres. Le lilas d'Inde qu'on appelle. Autre plante, on peut fait venir par donc d'Incarville, donc le kiwi. Alors, les premiers fruits qui ont été obtenus au musée d'histoire naturelle sont en 1820. Alors au début, on l'appelait souris de Chine. Souris de Chine. Et puis ensuite, comme ça passait beaucoup par la Nouvelle-Zélande, pour éviter les droits de douane, on l'a appelé kiwi. Les Néo-Zélandais aiment beaucoup le kiwi. C'est le emblème en fait. C'est un arbre donc avec des pieds mâles et des pieds femelles, donc il y a des fleurs femelles avec le stigmate et des fleurs mâles avec essentiellement les étamines. Autre grand bonhomme de ce genre de choses, c'est donc un Portugais qui s'appelle João de Loureiro. Alors son nom est bien nommé parce qu'en fait ça veut dire laurier en portugais. Alors cet homme donc est passé par donc essentiellement Cochinchine, c'est-à-dire Vietnam actuel. Il a fait toute la flore. Par contre, lors de son retour du Tonkin et du Vietnam, il y a eu une tempête donc le long des côtes sud-est de l'Afrique, et donc il a été obligé de s'arrêter au Mozambique. C'est pour ça qu'il a fait aussi la flore donc de la Chine, de l'Empire de Chine et de l'Afrique orientale. Donc il a fait donc une flore de Cochinchine en 2 tomes, donc il y a le côté ancien et le côté réédition. Donc c'est lui qui a importé donc ce qu'on appelle le kumquat, introduit en Europe par Robert Fortune, qui était donc aussi un botaniste anglais, qui vient de Chine. Donc on l'appelait Fortunella, parce que donc en hommage à Robert Fortune. Donc il a aussi importé donc le citrus, donc qui est donc le mandarinier,
Un autre arbre qui s'appelle Sillingia sebifera, et donc l'arbre suif, dont les graines contiennent du genre de choses un peu genre suif, donc qui sont utilisées comme savon pour faire des bougies. Autre plante qu'il a découverte et fait rentrer en Europe, Omalia cochinensis, donc de cochinchine. Ça fait partie de la famille des saules, Indochine. Donc il a aussi donc fait venir l'osmante fragrance, c'est-à-dire odorant, qui sert de base sur un certain parfum aussi. C'est un arbre décoratif, hein.